On va pouvoir commencer. On a prévu une petite session de questions ou de partage d'ailleurs à la fin de cette présentation. Comme on ne peut plus passer les micros comme ça à travers les mains dans la salle, vous avez un module qui est accessible depuis la page de ProDurable. Si vous allez sur la session de la conférence, pour ceux qui étaient là ce matin, je pense que vous avez déjà dû le faire. Vous pouvez poser des questions et puis derrière, on essaiera d'y répondre. Des questions, mais aussi n'hésitez pas à partager. Alors ça fait écrire un petit peu plus longtemps, mais des exemples ou des pratiques. L'idée, c'est aussi de pouvoir échanger. Alors c'est un peu plus compliqué avec les gestes barrières, mais en tout cas de pouvoir échanger des bonnes pratiques. Alors, je suis Fanny Bénard, je suis associée et je dirige le bureau de Paris de Buy Your Way. Buy Your Way, c'est un cabinet expert des sujets qu'on appelle achat durable, achat responsable. En tout cas, de comment on intègre ces enjeux de responsabilité sociétale dans les pratiques, dans les stratégies achats de toutes les organisations. L'objectif de cette présentation, c'était de vous parler et d'échanger ensemble autour d'un sujet qui est assez à la mode dans les directions achats, mais aussi dans le grand public, de la relocalisation et de qu'est-ce que ça veut dire de relocaliser, quels impacts ça a quand on parle de relocalisation. C'est un sujet qui, bien sûr, est très lié à l'époque qu'on est en train de vivre, au confinement, à cette période de crise pandémique qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre et qui est venue bousculer énormément les chaînes d'approvisionnement de beaucoup de nos entreprises françaises. Et vous vous êtes rendu compte sur des ruptures d'approvisionnement dans la pharmaceutique, par exemple, mais pas que. On a un vrai enjeu aujourd'hui de connaissance de nos chaînes d'approvisionnement, de maîtrise des chaînes d'approvisionnement, même si le sujet des achats responsables existe depuis assez longtemps maintenant. Ce sujet vient être repositionné, entre guillemets, au regard de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, une partie de cette présentation est basée sur une étude qu'on a réalisée durant la fin du confinement avec l'Association des directeurs et responsables achats et la médiation des entreprises, qui est un organe du ministère de l'économie. En fait, on s'est posé la question avec les équipes de Buy Your Way de savoir comment les directions achats en fait, avaient vécu cette période. Certaines, d'ailleurs, ont été confrontées aux enjeux liés à leur chaîne d'approvisionnement avant qu'on soit nous-mêmes au courant de ce qui était en train de se passer, ou en tout cas de l'ampleur que ça prenait, et notamment toutes celles qui avaient un sourcing en Chine, et c'est le cas de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et on s'est demandé comment ils l'avaient vécu, comment ils vivaient cette période, et puis aussi quelles étaient leurs priorités à la sortie de cette crise, qu'est-ce qu'ils souhaitaient mettre en place, qu'est-ce qui allait être leur challenge, leurs enjeux en fait dans les mois et les années à venir en fonction de ce qui s'était passé. Et donc je vais utiliser dans cette présentation une partie des résultats, mais n'hésitez pas à nous demander l'entièreté de l'étude si ça vous intéresse, où on traite justement de la façon dont les directeurs et les responsables achats ont ressenti et se projettent dans l'avenir suite à ce qui s'est passé. Alors, 3 enjeux, 3 thèmes sont ressortis très forts de cette étude. Un enjeu de traçabilité, et j'en reparlerai. Un enjeu de relocalisation, qui est un petit peu le thème, mais vous allez voir que les deux sont liés. Et puis, un vrai sujet qui est la connaissance limitée. En fait, ces 3 sujets-là sont liés à la connaissance des fournisseurs, la connaissance des chaînes d'approvisionnement, la façon dont on maîtrise ou pas le sujet d'où on achète, à qui on achète et qu'est-ce qu'on achète. 50% des personnes qu'on a interrogées souhaitent renforcer leur stratégie de traçabilité et de transparence des chaînes d'approvisionnement. En fait, beaucoup se sont rendus compte qu'elles ne connaissaient pas plus loin que leur rang 1, donc ce qu'on appelle le rang 1 pour les non-acheteurs ou non-spécialistes des achats, c'est vos fournisseurs directs, ceux avec qui vous avez un contrat directement, enfin un contrat ou pas, mais ceux à qui vous achetez directement. Et puis derrière, il y a toute la chaîne d'approvisionnement. Et souvent, il y a une méconnaissance de ce qui se passe au-delà du rang 1. Alors on peut connaître rang 1, rang 2, mais en tout cas, ce qui va plus loin, on a une méconnaissance de ce qui se passe. Et cet enjeu de traçabilité est vraiment un enjeu. C'était un enjeu qui montait déjà, on le voyait sur le secteur agroalimentaire depuis longtemps. Ils savent faire dans le secteur agroalimentaire la traçabilité, notamment pour des enjeux de qualité, de sécurité sanitaire. On l'a vu arriver sur les enjeux de textile, puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait des chaînes d'approvisionnement extrêmement complexes, très très longues, avec beaucoup d'intermédiaires. Et donc on a commencé à se poser la question de la traçabilité. Et puis maintenant, c'est un enjeu en fait pour toutes les chaînes d'approvisionnement.
Le deuxième sujet, c'était la relocalisation. 41% des directeurs et des responsables achats qu'on a interrogés souhaitent mettre en place une stratégie de relocalisation des filières d'approvisionnement. En fait, comme si la relocalisation était la solution à la non-rupture d'approvisionnement dans ces crises de type pandémique qu'on peut connaître actuellement, mais aussi dans des crises qui pourraient venir, par exemple, du changement climatique et de certaines zones géographiques qui seraient impactées par des inondations fréquentes, des sécheresses qui impacteraient, par exemple, les chaînes d'approvisionnement agricole. En tout cas, tout ce qui peut être lié aux conséquences du changement climatique et qui pourrait impacter justement la capacité des entreprises à s'approvisionner. En tout cas, il y a un vrai sujet autour de la relocalisation et puis, plus politiquement presque, la façon dont on allait faire travailler le tissu économique local et notamment le tissu économique français avec tous les enjeux que cela pose et qu'on verra par la suite. Et puis 62%, ce qui est très important en termes de chiffres, 62% des directeurs et des responsables achats qu'on a interrogés ont pris conscience d'une connaissance insuffisante des acteurs de leur chaîne d'approvisionnement. La traçabilité, en fait, elle est une réponse à cette méconnaissance des chaînes d'approvisionnement. Et en fait, on va avoir du mal à mettre en place une démarche d'achat responsable si on ne connaît pas sa chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce que souvent, on va avoir du mal à identifier quels sont les enjeux et où se trouvent-ils dans la chaîne d'approvisionnement. On a, je pense que vous le savez tous, depuis quelques années maintenant une loi qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui touche les plus grosses entreprises françaises et qui demande de prendre en compte les risques qui sont générés par les activités, et les activités étant aussi les commandes qu'on fait auprès de certaines chaînes, auprès de nos chaînes d'approvisionnement. Et donc cette maîtrise des risques-là, elle nécessite une bonne identification des risques. Et pour bien identifier les risques, il faut bien connaître sa chaîne d'approvisionnement jusqu'au bout. Après se pose la question, dont on ne débattra pas ici, de est-ce qu'on est responsable ou pas des risques et à quel niveau de la chaîne d'approvisionnement. Mais en tout cas, pour les identifier, il faut bien connaître d'où viennent les produits qu'on achète. Il y a un petit constat qui nous a alertés, nous, professionnels de la RSE. C'est aussi un petit peu comme si ces sujets de relocalisation et de traçabilité prenaient le pas sur d'autres sujets des achats responsables. Et seulement 30% des personnes interrogées considéraient que les risques sociaux et environnementaux seraient accrus au sortir de la crise. Alors même que on a des rapports d'ONG, des rapports d'organisations internationales comme l'OIT, qui aujourd'hui alertent déjà sur des risques sociaux accrus dans les chaînes d'approvisionnement. On peut le voir notamment en ce qui concerne les travailleurs migrants, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les personnes qui ont les plus faibles salaires. On a aussi animé la semaine dernière un webinaire avec un de nos partenaires qui s'appelle Ulula et qui fait du Worker Voice, donc qui va interroger directement les ouvriers dans les usines qui composent les chaînes d'approvisionnement. Et Ulula nous disait qu'on voit déjà augmenter justement ces moins bonnes conditions de travail, qu'on a vu pendant la période de pandémie des vraies difficultés sur la santé, la sécurité, les gestes barrières qui aujourd'hui, là par exemple, dans cette salle sont très bien respectés, n'étaient pas forcément aussi faciles à respecter dans certaines usines et dans certains endroits du monde. Donc ces enjeux-là, ils ont tendance à être un peu passés en second plan par rapport à des enjeux qui remontent d'achat pur, de traçabilité, de relocalisation, de connaissance des fournisseurs. Je dis achat pur, mais pour moi, les achats responsables ne sont pas séparés des achats. C'est un autre débat que nous n'avons pas le temps, mais en tout cas, c'est vraiment important de se dire que ces risques vont exister. Et puis, les risques environnementaux qu'on a tendance souvent à sous-estimer dans les démarches achats responsables. On va très vite, et d'ailleurs, vous n'avez qu'à le voir dans le nombre de référentiels d'audits sociaux qui existent par rapport au nombre de référentiels qui prennent en compte ces enjeux environnementaux. Les risques environnementaux, ils vont augmenter aussi parce qu'on va relancer des usines, on va augmenter leur capacité, qu'on a déjà des pays qui sont en train de revoir à la baisse leurs normes environnementales. Ça a été le cas en Inde, par exemple. Ça a été le cas en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le MEDEF a envoyé un courrier au gouvernement en proposant de limiter certaines normes environnementales pour la reprise. Donc ces enjeux environnementaux et bien sûr il y a les émissions de gaz à effet de serre auxquelles on pense en général en premier, mais aussi les enjeux de pollution ou de consommation d'eau ou de matières premières vont être des enjeux très forts suite à la reprise de l'activité, voire à l'augmentation de l'activité.
Ça peut être le cas aussi, et on le voit par exemple sur l'industrie textile au Bangladesh, où en fait des commandes qui avaient été passées avant la crise ont fait que les fournisseurs se sont approvisionnés en tissu par exemple, et que si jamais on relance des collections sans utiliser ces stocks-là, on va avoir un gaspillage en fait de matières premières au niveau de ces chaînes d'approvisionnement-là. Donc en fait tous ces enjeux, ils existent. C'est pas forcément des nouveaux enjeux qui arrivent, c'est plutôt une recrudescence ou un accroissement de risques dans les chaînes d'approvisionnement. Et un petit point d'attention, puisque, en tout cas, les personnes qu'on a eues durant notre étude avaient tendance un petit peu à sous-estimer ce point. Alors, quand on veut relocaliser, est-ce que la relocalisation est la panacée du monde de demain? Là, on utilise plein de grands mots à la mode qu'on entend pas mal aujourd'hui dans les médias. La relocalisation, ça pose un certain nombre de questions. On ne va pas pouvoir relocaliser comme ça du jour au lendemain des chaînes d'approvisionnement qui sont délocalisées ou en tout cas globalisées depuis très longtemps. Ça pose un certain nombre de questions. On va le voir sur le sujet de la compétence, sur le sujet du coût, et puis sur justement ces risques, et parfois des risques qu'on n'aurait pas envisagés, voire des risques qui sont plus presque géopolitiques ou politiques que purement économiques. Alors, la première question à se poser avant de relocaliser, quand on est acheteur, c'est est-ce que des fournisseurs sont disponibles sur le territoire qu'on envisage? Alors, relocalisation, on a tendance à penser de façon très... petite relocalisation, c'est-à-dire territoire français, voire même très local, à côté de l'usine. La relocalisation, pour certaines industries, ça veut être aussi dire de travailler avec l'Europe de l'Est, par exemple, ou l'Europe tout court, sur des chaînes qui étaient très, très globalisées ou très, très internationalisées. Donc, la relocalisation, ça pose la question de savoir si la compétence existe sur le territoire sur lequel on veut relocaliser. Ça n'est pas le cas pour un certain nombre d'industries. Aujourd'hui, on ne va pas trouver les compétences, ou en tout cas les techniques nécessaires à la production d'un certain nombre de biens en France ou même en Europe proche. Alors, j'ai cité le cas du textile. Ça peut être le cas pour la confection, mais on reviendra sur le sujet du textile sur le deuxième point. Ça peut être le cas pour des choses auxquelles on pense moins. Par exemple, si vous travaillez dans le monde de l'édition, aujourd'hui, tous les magazines complexes, alors ce qu'on appelle des magazines complexes, c'est avec des découpes, avec des couleurs, avec des aplats pailletés, dorés, etc. Tout ce qui rend le magazine en fait souvent attrayant pour le consommateur. Vous avez peu, voire pas, pour certaines techniques, de fournisseurs français qui sont en capacité de produire avec les volumes nécessaires pour certaines maisons d'édition ce type de magazine. Si je parle des livres pour enfants, si je reste dans l'édition par exemple, les livres musicaux, les livres pop-up, les livres mous que vous mettez dans le bain de vos enfants, tout ça c'est fabriqué en Chine et la technique qui permet de produire à des volumes suffisants n'existe pas, ni en France ni en Europe. On est obligé d'aller fabriquer en Chine. Donc la question se pose de faire renaître les compétences. Et faire renaître les compétences avec les volumes qui vont en face, puisque ça ne veut pas dire que les fournisseurs ne souhaitent pas produire ce genre de biens, ça veut dire que les fournisseurs n'ont peut-être pas les volumes nécessaires pour réinvestir dans les machines permettant de produire ces produits-là. On parle dans l'électroménager, par exemple. Dans l'électroménager, aujourd'hui en France, on sait faire l'électroménager chaud, on sait faire des fours, on sait faire des gazinières, on ne sait plus faire du froid, on ne sait pas faire un réfrigérateur ou un congélateur. Ça pose la question de réinvestir dans les machines nécessaires. Et pour réinvestir, il faut qu'en face, les volumes soient nécessaires, soient présents. Et une entreprise seule n'est pas toujours en capacité de remplir les volumes de fournisseurs qui investiraient sur ce sujet. Et quand je dis une entreprise seule, elle ne va pas non plus, et là c'est les achats, un acheteur, il ne va pas vouloir mettre tous ses achats au niveau d'un même fournisseur. Donc ça veut dire qu'un tissu économique va devoir remonter en compétence sur un certain nombre de techniques, avec la demande et les volumes nécessaires pour pouvoir passer commande au fournisseur et que le fournisseur rentabilise, entre guillemets, ses investissements. Ça demande à repenser le sourcing et la façon dont les acheteurs font du sourcing. Aujourd'hui, on a tendance à travailler avec le panel dont on a l'habitude de travailler, avec lesquels ça fonctionne bien. Notamment dans certaines industries, c'est très difficile de sourcer les bons fournisseurs avec les bonnes capacités techniques, au bon niveau de qualité. Et donc, changer de fournisseur, changer comme ça le panel fournisseur, ça demande du temps. Ça demande du temps pour remonter au même niveau de qualité, pour s'assurer du bon taux de service des fournisseurs, etc., etc. Donc, ça demande aux acheteurs de travailler sur ce sourcing-là. Et ça demande aux clients internes
de se poser la question de savoir s'ils ont eux aussi envie de changer de fournisseur. Et ça, c'est le cas pour les produits qu'on achète, mais ça peut être le cas pour les services aussi. Quand on achète au niveau national des prestations à une grande entreprise et qu'on veut par exemple relocaliser, ça peut être le cas par exemple pour les prestations de nettoyage, à des petites entreprises pour faire travailler le tissu économique local, ça demande de changer la façon dont on fait des contrats, ça demande de changer la façon dont on source les fournisseurs, ça demande de gérer plus de fournisseurs, et donc ça demande de travailler en meilleure collaboration entre les clients internes et les acheteurs. Et ça, ce sujet de la collaboration, c'est un sujet crucial dans les achats responsables. Et ce qui est assez intéressant dans l'étude qu'on a faite, c'est qu'on s'est rendu compte que la période a entraîné une meilleure relation et un meilleur dialogue entre les clients internes et les acheteurs. Comme si, en fait, la crise avait renforcé ce besoin de se parler et ce besoin de discuter ensemble des fournisseurs. Et puis, il faut s'interroger sur toute la chaîne d'approvisionnement. On a un client qui est un acteur du luxe, qui a travaillé sur la relocalisation de ses fournisseurs. Il est à plus de 80% aujourd'hui en Europe et en grande partie en France. Et en fait, donc très fier de son travail de relocalisation, d'empreinte économique locale, etc. Et puis pendant la crise, il s'est rendu compte que ses fournisseurs travaillaient avec la Chine. Donc en fait, quand on pense relocalisation, c'est pas relocalisation du rang 1, c'est pas relocalisation du fournisseur direct. C'est intéressant. Mais c'est à nouveau ce sujet de traçabilité et de savoir d'où ça vient. Puisque relocaliser pour avoir des intermédiaires français qui vont travailler auprès de vous, mais qui, eux, vont avoir ces mêmes enjeux de rupture de chaîne d'approvisionnement, de maîtrise des risques environnementaux et sociaux sur leur propre chaîne d'approvisionnement, en cascade, le risque, il arrive chez vous quand même. Donc ce sujet de relocalisation, il n'est pas si simple en termes de compétences, en termes de présence sur le territoire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Vous avez aujourd'hui des entreprises, notamment par exemple des entreprises qui vont construire des grands ensembles immobiliers ou des centres de vacances et qui travaillent en prévoyant des années à l'avance la consultation et l'information de ces parties prenantes que sont les fournisseurs, en travaillant avec les chambres de commerce et d'industrie, en venant à l'avance pour dire voilà, notre stratégie c'est ça, on veut s'implanter là, il va falloir monter en compétences pour que vous puissiez répondre au marché dans 1 ou 2 ans par exemple. Donc ça se travaille, mais ça s'interroge en amont. Le deuxième sujet, qui est peut-être le premier pour certains, c'est le coût. En fait, il ne faudrait peut-être pas oublier pourquoi on est allé se sourcer aussi loin. Souvent, c'est parce que c'est moins cher. Alors, le fait que les acheteurs ne raisonnent uniquement que par le coût, enfin, par le prix en tout cas, est quelque chose qui a quand même un peu évolué dans les mentalités des directions achats. Il ne faut pas juste voir les acheteurs comme des cost killers. Ces profils évoluent énormément, et notamment sur le sujet de la responsabilité sociétale et de la relation fournisseur. Mais il reste le fait que quand on travaille avec des pays low cost, ou en tout cas des pays moins chers, c'est pour une raison de prix d'achat. Et ça interroge sur quelles sont les conséquences de la relocalisation. Je ne vais pas passer par la prise en compte du coût complet, qui est peut-être une des solutions d'abord, mais en tout cas, ça nécessite de s'interroger sur le fait qu'on puisse acheter plus cher quand on est acheteur, mais donc aussi revendre plus cher un produit. Et donc, se poser la question de savoir quelle est la sensibilité du client, que ce soit un client en B2B ou un client en B2C, sur ces sujets d'acheter local, de sourcer de façon locale, ou en tout cas de façon plus rapprochée que ce qu'on fait aujourd'hui. Cette sensibilité, elle monte, on le sait, et elle monte par contre plus vite dans certains secteurs que d'autres. Elle peut monter par exemple sur le secteur agroalimentaire, le fait d'acheter local, d'acheter des choses qui sont produites proches de chez soi, c'est un sujet que nous on traite depuis longtemps. J'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Par contre, il y a d'autres secteurs pour lesquels c'est nouveau. La pharma, par exemple, si on n'avait pas eu la crise actuelle sur la disponibilité de certains médicaments, il n'y aurait pas des décisions politiques derrière de rapatrier certaines chaînes d'approvisionnement. Vous verrez pas mal d'articles, par exemple, sur le paracétamol. Donc, le fait de se poser la question de savoir pourquoi on rapatrie, ça peut être une raison politique, ça peut être une raison économique de sourcing, mais ça peut être aussi parce que le client va le demander. Et ça sera certainement de plus en plus le cas, même si d'un secteur à l'autre, on voit des évolutions qui sont assez différentes, que le luxe fabrique en France ou en Europe, c'est assez classique. Sur d'autres produits, par exemple, si je reprends le textile et la fast fashion, le fait de pouvoir acheter des vêtements à bas coût est quelque chose qui ne peut pas se faire en achetant des vêtements fabriqués en France et fabriqués de A à Z quand je parle de chaîne d'approvisionnement. Donc c'est une vraie question, et en fait je pense que c'est une question dont d'autres services que les achats doivent s'emparer,
Et pour travailler le sujet depuis plusieurs années maintenant, les services marketing, alors direction artistique dans certaines entreprises, mais en tout cas marketing, s'emparent assez peu du travail des acheteurs. Et toutes les réflexions qui ont lieu en ce moment au sujet de la responsabilité de marque et de la façon dont les marques travaillent la responsabilité qu'elles ont envers la société, doivent aussi s'emparer de chaînes d'approvisionnement et travailler mieux avec les achats. On avait, il y a quelques années, travaillé avec un distributeur, un retailer qui s'était rendu compte que quand les acheteurs travaillaient vraiment sur le sujet des achats responsables, en sourçant des fournisseurs qui ont des savoir-faire particuliers, en sourçant des produits qui ont une histoire, les marketeurs et les conseillers de vente ne savaient pas raconter ces histoires, comme s'il y avait un mur entre le bureau des achats et le bureau du marketing, un mur infranchissable. Alors que ça apporte de la valeur aux produits qu'on va vendre. Et le fait de pouvoir raconter ces histoires-là apporte de la valeur au client final. Donc il y a un vrai sujet sur comment on fait mieux le lien entre les achats qui, eux, vont travailler à la traçabilité, à la relocalisation, à la maîtrise des risques, à la création de valeur sur les chaînes d'approvisionnement, et puis la façon dont on est en capacité d'en parler au client final, que ce soit un client, je vous le dis, en B2B ou en B2C. Ce sont des vrais enjeux qui sont jusqu'à maintenant assez peu travaillés et qu'on travaille, nous, de plus en plus avec nos clients et qui sont vraiment intéressants sur même la conception d'une gamme ou la conception d'un produit en travaillant avec les achats. Le dernier point, c'est de se dire, est-ce que relocaliser, c'est complètement, et là j'ai utilisé des gros mots en anglais, CSR risk-free. En tout cas, est-ce que le fait de travailler, et ça c'est à nouveau quelque chose qu'on a en tête et qu'on rencontre très souvent chez nos clients, le fait de travailler en local fait que on a quand même beaucoup moins de risques sociaux et environnementaux. Alors, c'est pas les mêmes risques, mais ça veut pas dire qu'il y en a moins, et la façon de les traiter est forcément différente. Il y a des risques sociaux et environnementaux locaux. Bien sûr, quand vous travaillez en France, il y a le droit du travail. Mais sur les sujets, par exemple, de sécurité au travail, on trouve certains secteurs, et j'ai déjà visité certaines usines, et audité certaines usines, qui avaient des conditions de travail en termes de sécurité catastrophiques, avec des taux de fréquence et des taux de gravité assez impressionnants. Donc c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde que c'est moins bien, c'est pas parce que c'est près de chez nous que c'est moins bien. Il y a des usines au Bangladesh parfaites, il y a des usines chinoises qui sont parfaites. On a un peu tendance à diaboliser justement ces usines qui sont un peu lointaines. Or, il y en a qui font vraiment un bon travail et chez qui on peut sourcer de façon totalement responsable. Et c'est vraiment important de l'avoir en tête. Et puis ça interroge aussi la façon dont on va évaluer ces fournisseurs qui sont locaux et qui souvent passent à la trappe des systèmes d'évaluation fournisseurs. On a tendance à vouloir auditer les fournisseurs les plus lointains. C'est pas parce qu'on relocalise que ces systèmes d'évaluation fournisseurs avec les sujets de vigilance disparaissent. Ils changent, ils deviennent différents. Certainement que les sujets environnementaux prennent le dessus, peut-être, sur certaines zones d'approvisionnement ou sur certains secteurs. On peut le voir dans la presse régulièrement. Toutes les entreprises françaises ne sont pas exemptes de comportements un petit peu à la marge en termes des normes environnementales. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ces enjeux de vigilance parce qu'on relocalise. Et puis, j'avais envie d'ouvrir un petit peu sur des sujets un peu plus larges, sur la responsabilité des entreprises. Puisque quand on parle de RSE, on parle de la responsabilité que les entreprises ou les organisations ont envers la société dans son ensemble. Toutes les activités d'une entreprise génèrent des impacts, quels qu'ils soient, des impacts économiques, des impacts sociaux, des impacts environnementaux. Ça n'existe pas, une entreprise qui n'a pas d'impact. Donc, toutes les entreprises ont une responsabilité envers la société. Et ces entreprises donneuses d'ordre qui ont délocalisé leur chaîne d'approvisionnement, elles ont une responsabilité envers les territoires où elles se sourcent actuellement. Relocaliser 100% de la filière textile française en France en la sortant du Bangladesh, ça va poser des vraies questions de développement et de conditions de vie pour les personnes qui habitent au Bangladesh et qui travaillent aujourd'hui dans ces usines. Via les démarches achats responsables, on voit s'améliorer les conditions de travail et les niveaux de qualité, là, si on revient vraiment aux achats, mais les conditions de travail, la performance environnementale d'un certain nombre d'entreprises dans des pays qui ont des normes sociales moins importantes que les nôtres ou des normes environnementales moins importantes que les nôtres. Et la mise en place de ces démarches achats responsables constructives, où on va chercher à améliorer la performance des fournisseurs et pas uniquement à contrôler et à sortir les fournisseurs du panel s'ils ne sont pas bons, mais vraiment ces démarches qui sont responsables justement des activités et des impacts que génèrent ces activités,
voient s'améliorer les conditions de vie, les salaires. On travaille sur les sujets de salaire décent, par exemple, les conditions de sécurité des personnes dans ces usines. Donc ça pose aussi une question presque un peu plus philosophique, cette notion de relocalisation. Et quand on parle beaucoup actuellement des ODD, c'est les 5 ans des ODD dans pas très longtemps, c'est les objectifs de développement durable. Et le développement durable, c'est quoi? C'est le développement durable des populations. Si on revient à la définition de 87 de Brundtland, c'est comment les populations se développent durablement. Et dans le développement, il y a la notion aussi de développement social. Et forcément, des entreprises qui vont se sourcer, elles contribuent au développement social de certaines zones. Je ne veux pas dire qu'il y a la réponse pour toutes les zones d'approvisionnement tout de suite auxquelles je pourrais répondre, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit interroger quand on parle de RSE. Et la relocalisation doit forcément se poser la question de savoir quel impact je vais générer positivement, bien sûr, proche de chez moi, mais je vais potentiellement générer négativement un peu plus loin, là où j'étais présent avant. Donc, c'est vraiment important de réfléchir aux conséquences d'une relocalisation qui vont être bénéfiques pour un certain nombre de sujets. On est plus proche, on a plus de réactivité, on connaît mieux ses fournisseurs parce qu'ils sont proches de chez nous, etc. Mais il faut garder en tête le fait que la RSE, c'est un système global, que la responsabilité qu'une entreprise a envers la société, c'est quelque chose de global, et s'interroger sur la façon dont on travaille. Ça ne veut pas dire que les entreprises sont responsables de tout ce qui se passe dans les pays du monde et que les gouvernements ne doivent pas faire des efforts, mais en tout cas, ça interroge sur la façon dont on va gérer ces relocalisations. Alors, quelle posture adopter pour relocaliser? En fait, c'est un peu tout ça, c'est s'interroger sur quelles sont les conséquences de la relocalisation. Bien sûr, les conséquences en termes de coûts, les conséquences en termes de maîtrise des risques, comme je vous ai présenté, aussi les conséquences des impacts qu'on va générer. Et en fait, le fait de mettre en place une démarche achat responsable qui soit complète, c'est-à-dire qui va se poser la question de savoir avec qui on travaille, mais aussi les produits qu'on va générer, et qui soit complète jusqu'au client final, en se posant la question de savoir justement la façon dont on va valoriser dans la responsabilité de marque ces enjeux, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est toujours parfois un petit peu compliqué pour les entreprises, c'est de comprendre que ces démarches-là, elles sont parfois complexes. Je ne connais aucun outil au monde qui est capable de gérer tous les risques, connaître tous les fournisseurs. Je ne connais aucun outil qui est capable de tout faire en termes d'achat responsable. Et donc, il va falloir penser la multiplicité et le fait que ces outils se complètent les uns avec les autres pour connaître les chaînes d'approvisionnement. Et puis, ce sont des démarches qui sont sur mesure, c'est-à-dire que c'est assez difficile de standardiser. 2 entreprises qui travaillent dans le même secteur, donc par exemple, on a plusieurs clients qui travaillent dans les mêmes secteurs, ils n'ont pas forcément les mêmes fournisseurs. Et s'ils ont les mêmes fournisseurs, ils ne travaillent pas forcément de la même façon avec eux, ils n'ont pas forcément les mêmes outils en place. Et donc forcément, ce qui va être mis en place chez l'un et chez l'autre va être différent. La très bonne connaissance de vos chaînes d'approvisionnement, la très bonne connaissance de la façon dont vous allez faire vos achats, c'est la meilleure façon de faire évoluer vos achats vers une démarche plus responsable. Désolée, je ne vous ai pas donné d'outils magiques, mais il n'y en a pas. J'ai fini ma présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions si vous en avez ou des choses que vous souhaiteriez partager. Alors je vais demander à Marie-Claire de m'aider sur ce coup-là. Donc pour ceux qui voudraient, il faut vous rendre sur la page du site avec le programme des conférences de la journée. Cliquez sur celle-ci et ensuite vous aurez module d'interaction. Cliquez ici. Et vous pouvez très simplement rentrer vos questions sans vous connecter ni quoi que ce soit, donc n'hésitez pas. Il n'y en a que 2 pour l'instant, c'est celle-là. Et les autres, c'est pas le cas? D'accord. Alors, la question n'est-elle pas comment c'est fait plutôt que d'où ça vient? Et beaucoup de fournisseurs étrangers font vivre des milliers de personnes. En effet, c'est le cas, c'est ce que je vous ai présenté. En fait, opposer le comment c'est fait de où ça vient, c'est oublier une partie des démarches achats responsables. Enfin, une partie des achats même tout court. Aujourd'hui, un acheteur, il sélectionne une offre. Une offre, c'est la meilleure réponse à son besoin, un fournisseur, un produit ou un service. Si vous avez un super produit chez un fournisseur qui est nul en termes de prix ou en termes de délai de service, enfin de taux de service, c'est-à-dire ou de qualité, vous ne répondez pas complètement aux besoins. De la même façon, si vous avez un super fournisseur qui vous livre toujours dans les temps, qui a des super, voilà, un certain nombre de critères qui sont très positifs, mais qu'à l'inverse, vous avez des produits qui sont, ou des services qui ne sont pas de bonne qualité, en fait, on est à nouveau à côté de la plaque. Donc comme les acheteurs ne séparent pas les produits des fournisseurs, c'est le binôme qui compte,
Et ben en achat responsable, c'est la même chose, c'est le binôme qui compte. Donc ce qui est important, c'est de savoir, ça s'est coupé, c'est de savoir d'où ça vient et comment c'est fait, et de travailler sur les deux sujets. Et forcément, on ne va pas travailler avec les mêmes outils. Par contre, dans votre analyse des risques, vous allez vous poser la question de savoir, ou des enjeux, vous allez vous poser la question de savoir si les impacts sont plutôt générés par le fournisseur ou par le produit, et c'est là que vous allez prioriser. Mais ne se poser la question que sur un des deux, c'est forcément oublier en fait une partie du sujet. Ouh. Quel est votre avis sur EcoVadis ? Je pense qu'une partie de la réponse a été donnée dans mes propos. En fait, aucun outil, je ne vais pas parler d'EcoVadis en particulier, avec lesquels on travaille chez certains de nos clients. En fait, aucun outil n'est parfait. Et le défaut peut-être de certains, c'est de certains clients, là, c'est d'imaginer qu'avec un seul outil, on va tout faire. Et souvent de ne pas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce qui sort de cet outil. Une plateforme d'évaluation documentaire des fournisseurs, ça vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur ces fournisseurs, au-delà de la note. Quand vous lisez les réponses de vos fournisseurs au questionnaire, vous avez tout un tas d'informations. Et ces informations-là, souvent, elles ne sont pas utilisées. On ne regarde pas les réponses, on ne regarde pas les priorités qui sont données par les plateformes, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est la même chose pour un rapport d'audit. Si vous commandez un rapport d'audit à un auditeur externe et que la seule chose que vous regardez, il est abaissé sur le devant du rapport et que vous n'allez pas chercher derrière quelles sont les non-conformités, vous ne connaissez pas votre fournisseur. Donc ces outils-là sont des outils qui vous donnent de l'information, mais j'ai envie de dire, tout commence après. C'est une photo à un instant T d'un fournisseur. Ce qui est important derrière, c'est comment il va évoluer, comment vous allez potentiellement l'accompagner. Il y a des directions QSE de certaines entreprises françaises qui ont donné des conseils à certains de leurs fournisseurs sur les sujets de la sécurité, etc. Ça peut être le cas sur l'environnement. Donc, que ce soit EcoVadis ou n'importe quel outil des achats responsables, en fait, d'abord, il faut se poser la question de à quoi ça sert, qu'est-ce que je vais en faire, quelles sont les informations que je vais trouver dedans. Et c'est derrière qu'on construit le système. Et puis, ces plateformes-là, elles sont très bien pour un certain type de risque et un certain type de fournisseurs. Elles sont beaucoup moins bien pour d'autres fournisseurs et d'autres types de risques, notamment par exemple des plus petits qui seraient assez peu formalisés, qui ne savent pas répondre aux questions. Une anecdote, nous on a un client, on l'a aidé à remplir son évaluation EcoVadis. Il est passé de rien du tout à Silver et il a gagné je sais plus, une vingtaine de points juste parce qu'on a su donner les bonnes informations. Donc vous pouvez vous retrouver avec des fournisseurs qui ont des notes nulles, c'est juste parce qu'ils ne savent pas répondre. Donc, et à l'inverse, vous pouvez vous retrouver avec des très bons et passer à côté de certains risques. Donc tout ça, c'est le système d'évaluation fournisseur. Chaque outil a des vrais avantages et on travaille, nous, avec ces outils-là chez certains de nos clients. Il faut juste savoir bien les utiliser. Je ne sais pas par laquelle commencer. On voit beaucoup de projets de financement participatif d'entreprises qui veulent relocaliser les productions en France. Est-ce que la relocalisation ne pourrait se faire sans un investissement des particuliers ? Si elle peut se faire avec un investissement des particuliers, si les investisseurs, et c'est le cas de plus en plus quand même, prennent en compte le sujet que la relocalisation, ça permet un certain nombre de maîtrises des risques, que ça permet de raconter une autre histoire sur les produits, etc. Donc c'est aussi la façon dont on va convaincre les investisseurs, au-delà d'investisseurs particuliers, du vrai bénéfice des démarches achats responsables qui vont les financer. Mais c'est le cas de plus en plus. Vous avez de plus en plus d'investisseurs qui se rendent compte que le sujet de la responsabilité sociétale, elle a un vrai impact sur la performance des entreprises. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties de la période de confinement qui disent que celles qui sont responsables ou avaient ce type de démarche, en tout cas, s'en sont mieux sorties que les autres. Par où attaquer sa stratégie d'achat responsable dans le cas d'une nouvelle entreprise ? Comment bien débuter ? Vous avez une norme qui s'appelle la norme ISO 20400 qui donne des lignes directrices sur la façon dont on met en place une démarche achat responsable, sans la dévoiler en entier. Vous pouvez prendre des consultants aussi, mais sans la dévoiler en entier. L'important, c'est de savoir ce que vous achetez et de savoir quels sont les impacts de ce que vous achetez auprès des via les fournisseurs ou via les produits que vous achetez. En fait, c'est ces impacts-là qui vont derrière, normalement, si c'est fait avec bon sens, vous orienter vers les bons outils à utiliser et savoir ce qu'il faut faire. La première chose, c'est de cartographier ses achats, ses fournisseurs et les impacts qui sont générés par les deux. Comment permettre à tous d'acheter local, souvent bien plus cher ? Parce que politique, ces questions. C'est pas grave, j'aime ça.
le fait d'acheter local est plus cher, enfin les évolutions des modes de consommation, mais je ne suis pas la plus experte, il y a plein d'experts sur ce salon qui pourront vous en parler, vers le fait de consommer beaucoup ou pas très cher, c'est assez récent. Si vous vous posez la question de ma grand-mère, par exemple, elle achetait des produits de très bonne qualité qu'elle payait cher et qu'elle gardait longtemps. Mais elle en avait moins. Tout ça, c'est des évolutions sociologiques fortes et forcément des modes de consommation forts. Donc, comment convaincre un consommateur d'acheter local, même si c'est plus cher? En fait, mais c'est le cas pour toutes les démarches, enfin pour tous les produits qu'on dit responsables. Si c'est un produit de qualité qui répond aux besoins, qui est, j'ai envie de dire, alors tendance, c'est un peu pas le bon mot, mais en tout cas qui va répondre aux besoins du client et où on va lui assurer que il va durer longtemps, le niveau de qualité, etc. est là. On vient se confronter parfois à des budgets qui sont plus faibles, mais en tout cas, la balance, elle peut se poser comme question. Et là, c'est le travail justement des marques, de la pédagogie à faire auprès des clients pour expliquer pourquoi un produit va être plus cher. Et puis parfois, le produit, il n'est pas plus cher. Et là, on revient à la notion de coût complet pour les acheteurs, mais même pour un consommateur. Un niveau de qualité suffisant qui va faire que vous n'allez pas le racheter régulièrement. Si vous vous posez la question du coût global, eh ben, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, vous avez aussi, par exemple, les coûts de transport qui peuvent être de plus en plus élevés et qui vont faire que un produit qui vient de loin versus un produit qui est peut-être plus cher en termes de fabrication, mais qui vient de tout près, il est peut-être moins cher à l'achat. Et en fait, c'est la façon dont on va s'emparer de tous ces paramètres-là qui vont faire que, notamment sur certains sujets, on va pouvoir convaincre, entre guillemets, un consommateur de payer plus cher à court terme un produit plutôt qu'un autre. Mais ça, c'est à nouveau le lien entre les achats, les marketeurs, les directions de l'offre, etc., qui doit se faire pour justement travailler à ça. Voire on peut inventer de tout nouveaux produits qui répondent aux besoins du client et qui ont des coûts complètement compétitifs. Je suis très dépendante de toi, Marie-Claire, aujourd'hui. Quand on a un seul fournisseur de connexion, ça s'appelle du monosource et les acheteurs, ils n'aiment pas ça. Quels sont les secteurs les plus en avance dans les achats responsables, des rôles, des modèles à nous recommander? Il n'y a pas, enfin, je n'ai pas croisé, je dis pas il n'y a pas, je n'ai pas croisé jusqu'à maintenant d'entreprise parfaite en termes de sourcing responsable, donc une entreprise parfaite, mais même en termes de RSE tout court. Hein. Donc je n'ai pas d'exemplaires à vous proposer. En fait, il y a des entreprises qui sont exemplaires sur certains sujets. Et en fait, tout va dépendre de l'enjeu que vous avez. Il y a, par exemple, sur les sujets de relocalisation / prise en compte du contexte dans les pays dans lesquels ils s'approvisionnent. Vous avez l'entreprise Gémeaux, par exemple, qui fait des choses très intéressantes sur la montée en compétences sur le terrain. Par exemple, ils ont formé des pompiers au Bangladesh à savoir faire les contrôles de sécurité dans les usines, et donc ce qui permet d'avoir des gens sur place qui montent en compétences et donc qui sont là tout le temps, et c'est pas juste un auditeur qui vient tous les 18 mois regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est des projets qui sont intéressants. Vous avez sur le travail avec... Enfin, vous en avez plein sur le travail de l'éco-conception avec les fournisseurs, sur des choses qui sont très intéressantes. La SNCF a travaillé justement à casser le mur entre les acheteurs et les autres directions en travaillant par exemple sur un séminaire sur l'éco-conception des produits. Vous avez Chanel qui a travaillé beaucoup sur, avec lesquels on a travaillé beaucoup sur la relation fournisseur. On a animé un baromètre fournisseur avec Thierry de C3 Consensus qui est juste devant moi et qui me sourit parce que c'était vraiment une réussite en fait de se poser la question de savoir de poser la question aux fournisseurs de savoir quels étaient les axes d'amélioration de son client. C'est très rare, ça, par exemple. Et de le faire en toute humilité. On a travaillé avec Chanel Parfum Beauté là-dessus. On a fait, au-delà du questionnaire classique qu'on envoie aux fournisseurs, toute une démarche d'interview, mais aussi de co-construction avec les fournisseurs via des ateliers de co-création qu'on a animés avec les équipes de Thierry et les équipes de Bayerway. Donc ça, c'est sur le sujet de la relation fournisseur. Vous avez des entreprises qui mettent en place des espèces de forums internes où des fournisseurs viennent présenter des nouvelles matières. Donc là, c'est plutôt sur l'impact environnemental. Donc en fait, des entreprises parfaites, il n'y en a pas. Je pourrais vous passer une heure à vous citer des tas d'exemples. Vous pouvez venir sur le stand si vous voulez, on en aura d'autres. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est presque même pas ça le sujet, parce que la solution la meilleure, ce sera la vôtre, celle qui correspond à ce que vous achetez, la façon dont vous achetez et qui sont vos fournisseurs.
Et une dernière, comme ça je finirai à l'heure comme je l'avais dit. Quel est le seuil à respecter dans la traçabilité? Doit-elle inclure l'agriculteur ou l'extraction de la matière première? Tout dépend si on se positionne en termes de risque RSE, en termes de devoir de vigilance quand on est soumis au devoir de vigilance, ou en termes d'approvisionnement pur. En termes d'approvisionnement, si vous sourcez d'un produit agricole et que c'est le secteur agricole ou la zone géographique agricole qui vous source, chez qui vous sourcez, qui peut plus vous sourcer, là c'est intéressant de se poser la question de savoir jusqu'au bout de la chaîne d'où ça vient, parce que le risque de rupture d'approvisionnement comme on l'a connu là, c'est ça, c'est des zones complètes qui sont mises avec des usines qui ferment, et donc plus du tout d'approvisionnement quel que soit le fournisseur. C'est pour ça que c'est important de savoir ce que vous achetez et comment c'est fabriqué et d'où ça vient. Par contre, vous allez avoir des sujets où, en termes par exemple de devoir de vigilance, l'important c'est jusqu'où vous avez la maîtrise, c'est-à-dire jusqu'où vous pouvez changer les choses. Je dis souvent à mes clients, par exemple une entreprise de conseil qui achète du matériel informatique. Vous avez tous vu le cache investigation sur les téléphones portables. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. Sur les sujets des terres rares ou de l'extraction, par exemple, du Tantal, on a des enjeux de financement de milices paramilitaires, de travail des enfants, de gens qui meurent dans les mines, de conditions de travail catastrophiques, etc. Mes clients qui sont entreprises de conseil et qui achètent du matériel informatique, c'est pas forcément elles qui vont révolutionner ces chaînes d'approvisionnement et qui vont aller auditer les mines de Tantal. Par contre, qu'elles puissent challenger leurs fournisseurs, si elles le peuvent, et sélectionner des choses, et là presque en acte de consommation, comme n'importe quel consommateur pourrait le faire, ça, elles peuvent le faire. Donc, on ne va pas leur demander de tracer le processeur Intel qui est dans leur PC qu'elles achètent. Mais par contre, donc il n'y a pas besoin d'aller jusque-là dans la chaîne d'approvisionnement. Par contre, elles peuvent faire des choses à petite échelle avec leurs fournisseurs de rang 1. Donc, tout dépend du risque, tout dépend de ce que vous achetez, tout dépend de la marge de manœuvre que vous avez sur vos filières d'approvisionnement. Et donc, à nouveau, la cartographie de ce que vous faites et de la façon dont vous le faites est nécessaire à trouver les meilleures solutions possibles en fonction de vos moyens et des capacités que vous avez sur les chaînes d'approvisionnement. À nouveau, je sais que j'en déçois beaucoup quand je dis ça, mais c'est vraiment... Il n'y a pas d'outil magique quand on fait des achats responsables. Il y a une multiplicité d'outils qui existent sur le marché et c'est en combinant qu'on a des démarches qui sont performantes. Il est 15h14. Je vais donc m'arrêter là. Vous pouvez nous voir sur le stand de Bioway si vous avez encore des questions. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. J'ai besoin d'une